Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast, deuxième épisode de Une vie accro ou sans réseau, podcast dans lequel je parle de ma relation aux écrans et qui peut intéresser évidemment plein de monde puisqu'ils sont aujourd'hui au cœur de notre vie. Et plus particulièrement du téléphone, et je vous disais dans ce premier épisode que justement je faisais en moyenne 1 à 2 heures de téléphone par jour, que je n'avais pas de réseaux sociaux en dehors de la fonction message. Je vous avais aussi expliqué que ça n'a pas toujours été le cas, que j'avais beaucoup utilisé mon téléphone, notamment lorsque je l'ai reçu et pendant quelques années, à travers des jeux mobiles ou encore le visionnage de vidéos sur YouTube de manière assez intensive, que cet usage est devenu problématique. Et donc, à travers cet épisode, je voulais vous expliquer à la fois les raisons qui ont fait que, les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire ce mouvement bien connu du pouce du bas vers le haut, on dit aussi scroller. Comment aussi j'ai arrêté, puisque depuis le début de l'année, bien qu'il y ait eu quelques dérapages, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toujours dans ce processus, et quand on y travaille, des moments où on rechute un peu, comment d'une manière globale, j'ai arrêté de scroller. Puisque là où je scrollais encore, c'était sur YouTube. Le but de ce podcast, c'est à la fois de livrer une expérience, mais aussi d'aider ceux qui souhaiteraient avoir une consommation qu'ils pourraient considérer plus raisonnée et qui aille à chacun. Donc bienvenue dans ce deuxième épisode de Une vie accro ou sans réseaux sociaux, pourquoi et comment j'ai arrêté de scroller. Donc dans un premier temps, je voulais revenir sur les raisons qui m'ont poussé à ne plus scroller. Et comme je vous l'ai dit à maintes reprises, il s'agissait encore de YouTube. Mais avant d'en arriver à YouTube, je voulais revenir d'abord sur les réseaux sociaux. La majorité des réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, Facebook, peut-être un peu moins Twitter, l'idée c'est de partager sa vie, de suivre celle de ses amis, en tout cas l'idée de base, et aussi de suivre du contenu de personnes qu'on ne connaît pas et qui nous intéressent. Sauf que je n'ai jamais vraiment été intéressé par les réseaux sociaux. J'ai tout de suite mis Snapchat quand j'ai eu mon premier téléphone. J'ai testé Instagram, j'ai testé Twitter, mais vraiment partiellement. Je sais comment les utiliser, mais je ne les utilise pas et je n'ai jamais été addict à ces applications-là. En fait, je pense que la première raison pour laquelle je n'utilise pas les réseaux sociaux, c'est lié à ma personnalité. Le fait de montrer sa vie et de voir la vie des autres à travers une image qui est choisie m'intéresse assez peu. Sur les réseaux sociaux, j'ai un peu le sentiment qu'on est dans le domaine du « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». C'est-à-dire que, par exemple, vous allez partager des photos d'un voyage, quelques photos d'un voyage, ou qui vous valorisent plutôt bien, avec peut-être d'autres personnes, des amis par exemple, et vous allez montrer où vous êtes allé. On est dans l'idée de dire ce que j'ai fait ces derniers jours. Sauf que, personnellement, ce qui m'intéresse le plus avec les gens, c'est de savoir, très bien, vous êtes allé t'es allé aux États-Unis, mais ce qui m'intéresse le plus de savoir, c'est comment s'est passé ton voyage, est-ce que c'était bien, enfin, quelque chose qui est un peu plus développé et qui reste non pas factuel, mais qui fait rentrer quelque chose qui me semble assez primordial dans les relations interpersonnelles, c'est les émotions. Les émotions, un vécu, une histoire. En fait, pour expliquer synthétiquement et être un peu cash, la vie des autres, quand je regarde ça sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, partager la mienne ne m'intéresse pas non plus. Je préfère bien plus discuter dans la vraie vie, ou alors qu'on s'appelle, qu'on en parle, tout simplement, relativement à ce que j'ai dit juste avant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et là on va arriver un peu plus sur YouTube, parce que là c'est avec cette application-là que j'ai le plus d'histoire, c'est qu'il y a, comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, l'idée de cycle permanent, que j'avais du mal à m'en défaire, qu'à la moindre frustration, j'y restais plusieurs jours parce que ça me donnait une sorte de culpabilité qui annihilait toute motivation de faire autre chose. J'étais dans l'idée de subir cette consommation, bien plus que du contrôle. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu arrêter de scroller.
C'est la sensation de subir, c'est la sensation de ne pas avoir le contrôle de ce que je fais, de mon temps. Et c'est quand même très paradoxal. À la fois, on a la sensation que les réseaux sociaux peuvent nous aider à nous libérer de quelque chose, que ces applications peuvent nous aider à être en contact avec les gens, etc. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu plus seul? Puisque physiquement, on est seul. Donc la seconde raison, c'est la sensation de subir qui est très désagréable, de se dire, je passe du temps sur cette application et ça ne me plaît pas, je n'ai pas le contrôle. Ça enlève quelque chose que je trouve très important, c'est la liberté la liberté du contrôle de son temps. Finalement, on abandonne notre temps au profit d'algorithmes qui nous poussent à rester de plus en plus et libèrent sécrète dans notre cerveau une substance qui nous pousse à rester, c'est la dopamine. Et donc, par un circuit de récompense, il y a des contenus très intéressants d'ailleurs à regarder à ce sujet, sur le fait que quand on scrolle par exemple, on va avoir un nouveau contenu qui va apparaître sous nos yeux, qui va nous faire plus ou moins plaisir, et quoi qu'il arrive, qui va nous donner de la dopamine. Et c'est cet effet d'aléatoire de ne pas savoir au moment où on fait le mouvement du pouce du bas vers le haut, qui fait que ça nous libère du plaisir dans le cerveau, donc cette fameuse dopamine. Et donc ça m'amène à la troisième et dernière raison qui m'a poussé à arrêter de scroller. C'est l'impossibilité de faire ce qui me plaît véritablement en dehors des écrans et en dehors du visionnage de contenu. Aussi, je vous ai dit dans le premier épisode, ça fait un peu un rappel, au départ, quand j'ai eu mon téléphone, j'avais pas vraiment de passion, j'avais pas vraiment de grands loisirs, j'écoutais même pas de musique, j'avais assez peu de loisirs, hormis, je lisais des BD, je jouais de la guitare, tout ça, mais ça prenait pas énormément de temps et donc je pouvais me permettre, entre guillemets, de passer beaucoup de temps sur les écrans et ça ne me dérangeait absolument pas. Mais avec le temps, j'ai voulu développer d'autres choses et les occupations autres que les écrans qui m'importaient et que j'avais comme projet en fait de développer demandaient du temps qu'il fallait que je grignote sur les écrans. C'est cette affirmation de l'identité, c'est cette affirmation de soi et des envies qu'on a qui fait que ça crée une tension dans le temps qu'on a qui est limité et donc on doit rogner sur les écrans et c'est une raison de plus qui fait que si tu ne rognes pas sur les grosses écrans, tu vas forcément rogner sur autre chose. Et en fait, tu finis par te dire, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux faire ça, et pas sacrifier autre chose, on peut prendre l'exemple du sommeil, tu dois diminuer ta consommation. Ça a été un long processus, et j'arrive à... La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est comment j'ai arrêté de scroller. Parce que ça n'a pas été évident. Donc pendant 1 an et demi, je vais utiliser un terme fort, mais c'est un peu comme ça que je percevais les choses. Pendant 1 an et demi, je me suis battu contre cette consommation qui ne me convenait plus, que je trouvais excessive de YouTube. Et donc à chaque fois, j'essayais de me mettre des règles strictes, et ça ne fonctionnait pas. J'y revenais au bout d'une semaine à la moindre frustration. À chaque fois que je voulais revenir à un sérieux, je me disais, bon, maintenant c'est bon, c'est terminé YouTube, c'est terminé, je vais avoir une consommation raisonnée, ou alors, pendant un certain temps, je ne vais plus consommer du tout. Je me mettais des règles strictes et j'essayais de reprendre des habitudes qu'on pourrait qualifier de vertueuses, qui font que, comme tu as des habitudes qui sont ancrées, tu vas pas aller chercher... Enfin, les habitudes permettent d'éviter de penser, d'éviter de faire un effort. Si tu dis que tu vas faire directement la vaisselle après avoir mangé, ça devient un automatisme et ce n'est même plus un effort de faire la vaisselle après manger. Alors que si jamais c'est pas ancré, tu vas te dire faut que je fasse la vaisselle. C'est la différence et c'est vraiment la force de l'habitude. Sauf que pendant 1 an et demi, au bout d'une semaine, c'est la moyenne, évidemment je simplifie, ça revenait et pendant quelques jours, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Donc, après 1 an et demi à me battre, le 4 janvier 2023, j'arrive à un moment où, j'y crois plus trop. Je me dis, une nouvelle fois, je vais me remettre des règles strictes, mais ça va revenir la semaine prochaine. Et pourtant, c'est pas revenu. Il y a quelque chose de nouveau que j'ai fait, en plus des règles strictes, en me disant, faut que j'ai des habitudes, faut que ça soit en place, comme ça va éviter que je revienne sur cette application que je considérais comme maudite. J'ai fait quelque chose de nouveau.
je me suis mis une sorte d'historique à travers ce que j'appelle un système de croix. Sur un cahier, je me faisais une sorte de calendrier. Une case était l'équivalent d'un jour, donc les 31 jours du mois de janvier. Donc j'écrivais au crayon à papier. Et puis par-dessus, je faisais une croix. Donc il y a un système de croix avec 4 couleurs. Avec le critère principal, bon, évidemment le temps d'écran, ou le temps que j'ai passé sur YouTube par exemple, mais surtout, le critère le plus important, c'est est-ce que j'ai eu l'impression de subir ma consommation? Plus la réponse à cette question ressemblait à un oui, plus la croix était sévère. Donc il y avait le vert, la croix verte, qui disait tout va bien, ta consommation est idéale, c'est exactement la consommation que tu voulais, parfait. Il y a ensuite la croix orange, c'est un peu mitigé, c'est une sorte d'avertissement. Bon, tu as passé un peu de temps, ça reste globalement raisonnable, mais c'est pas dingue. Le lendemain, tu dois avoir une croix verte. Et enfin, la croix rouge, qui dit, bon, bah là, tu as complètement merdé, en fait. Tu as foiré sur la journée précédente, tu as beaucoup trop subi, tu as passé beaucoup de temps, relativement à ce que je veux, évidemment, beaucoup trop de temps sur les applications, ça ne va pas et tu as subi. Donc je ne donnerai pas de temps d'écran ici, de dire moins d'1 heure c'était vert, moins de 3 heures c'est orange ou des trucs comme ça. C'est juste, surtout, le critère essentiel, c'est l'impression d'avoir subi. Comme je parlais au début de cet épisode, la sensation de subir, on est complètement là-dedans. Et j'ai ajouté une dernière croix, c'est la croix noire, où là vraiment c'est une journée noire, quoi. Un peu comme sur les autoroutes, c'est l'idée que là, bon, bah, t'as rien foutu, t'es passé le plus clair de ton temps sur les écrans aujourd'hui, à ne rien faire, voilà, à être vraiment en plus, avec ce sentiment très désagréable de culpabilité qui est revenu. Vraiment, la croix noire se caractérisait par ça. Alors, pour vous dire combien je me suis amélioré, si jamais je avais fait ça avant 2023, parce que je ne faisais pas, je pense que j'aurais une bonne moitié de croix orange ou de croix rouge, voire de croix noire. Et seulement une moitié de croix verte. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est pas parfait, mais du 4 janvier au 24 mai 2023, j'ai sur 141 journées, 115 croix vertes, donc au moins un 3/4, 18 croix orange, 7 croix rouges et une croix noire. Donc au moment où j'enregistre, j'ai eu une seule croix noire. Donc ça veut dire que ce que je veux vous dire, c'est que tout n'est pas parfait. Il y a évidemment des journées plus fébriles que d'autres. Et il m'est arrivé plusieurs fois de me taper déjà une seule croix noire, mais aussi 7 croix rouges. Et donc cette idée de se donner un historique, ça a été quelque chose qui a complètement changé les choses. Et aussi la motivation de se mettre une croix verte pour la veille. Et donc de créer un cycle de récompense vertueux en parallèle de celui qui est imposé par les algorithmes, de scroller de bas vers le haut. Alors, quels sont les bénéfices de tout ça? Qu'est-ce qu'on en retire de faire moins d'écran, seulement 1 à 2 heures en général? Évidemment, c'est une moyenne, ça cache de grandes... Ça pouvait être beaucoup moins. Il m'est arrivé de faire des journées à seulement 1 demi-heure de téléphone, ce qui peut en choquer certains ou certaines, et jusqu'à 3, 4 quand je craquais, entre guillemets, notamment pour la Croix-Rouge ou la Croix-Noire. Donc, d'une manière globale, ça permet plusieurs choses. En tout cas, j'ai, depuis le début janvier, l'impression d'avoir de nombreux bénéfices, et donc, c'est là peut-être le moment important où le but de ce podcast est aussi d'aider et de convaincre et de dire que, ouais, il y a des bénéfices au fait de faire moins de téléphone, même pour peut-être ceux à qui ça ne pose pas forcément trop de problème, ou mettre peut-être en action, si j'arrive à ne serait-ce une personne qui écoute ce podcast et qui se met en action, qui tente des choses, ça serait vraiment un truc de dingue. Et donc l'idée des bénéfices de se dire il y a quelque chose à attendre derrière, ça peut être une source de motivation. Alors je dirais que le premier bénéfice, il est peut-être assez évident, c'est le fait d'avoir plus de temps. C'est à la fois
Oui, peut-être du temps pour travailler. Par exemple, si vous êtes étudiant et lycéen et collégien, c'est d'avoir plus de temps pour travailler, oui. D'avoir peut-être des meilleures notes et donc d'être plus satisfait par ça. Mais c'est pas que ça. C'est surtout là où ça a changé beaucoup de choses, c'est sur le temps de loisir. C'était l'une des raisons que j'ai évoquées au début de cet épisode, c'est quand on a envie de faire des choses, quand on manque de temps, de baisser le temps d'écran, ça permet d'en gagner d'une manière assez considérable. Et donc, ce qui a augmenté pour ma part, c'est surtout du temps de loisir. Ça me permet d'aller au cinéma, de lire davantage. Je ne sais pas, moi, pendant les vacances, d'aller faire du vélo, de travailler sur des contenus, etc. Donc, tout un tas de loisirs et peut-être voilà, de développer de nouveaux projets, de rendre possible ce qu'on a envie de faire dans la vie. Peut-être aussi de voir de sortir davantage. De sortir davantage, bien sûr. Un autre bénéfice, c'est le sommeil. Quand on est sur les écrans, il m'est arrivé plusieurs fois, notamment dans les journées que je pourrais qualifier de noires, c'est de se coucher moins tard. Il m'était arrivé de me coucher, alors que ça n'a aucun bénéfice, hein. En plus, tu es devant ton écran, tu te sens un peu bête, de me coucher à 2 heures du matin. Si je me couche à 2 heures du matin, autant le faire avec, quand c'est un événement positif, je sais pas, un jour de l'an, ou si jamais je suis avec des personnes, là, c'est intéressant de se coucher à cette heure-ci. Mais quand c'est parce que tu es resté sur les écrans et que tu as subi, bon, c'est là, tu dis, je flingue ou je me décale, enfin, je me flingue du sommeil inutilement. Et donc, ce sommeil permet la journée suivante de passer une meilleure journée d'une manière globale. Quand on a une nuit complète, ça n'a rien à voir que quand on ne se sent pas du tout pareil quand on a seulement 4, 5 heures, 6 heures, même 6 heures, c'est un peu juste, de sommeil. Et puis aussi, le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau adore les habitudes. Si vous vous couchez tous les jours à 23 heures pour vous lever à 6h30, 7 heures, le cerveau adore, il kiffe. Parce que c'est une habitude et il est réglé. Il est réglé. Donc, vous allez peut-être vous endormir plus facilement. Ou, enfin, en tout cas, les bénéfices sont absolument incroyables. Et donc, ça, c'est un autre. Donc, ça veut dire que ça vous améliore aussi la journée. Peut-être qu'on vous trouvera moins fatigué, plus rayonnant, plus positif aussi, parce que quand on est fatigué, on est tout de suite un peu plus agressif, enfin moins là aussi, moins attentif, moins concentré, plus agacé, etc. Un autre effet que je m'attendais pas forcément, mais peut-être un peu finalement, c'est la stabilité émotionnelle. Alors je m'explique. Comme il n'y a pas trop de journées où je suis comme ça à aller sur les écrans toute la journée et donc qui me rend de mauvais poil puisque ça me rend plutôt triste, je me sens honteux, enfin que des choses négatives, il y a moins ça. À un moment, je me posais la question, je me disais, mais en fait, j'ai un problème, enfin, je dois aller voir un psychologue parce que j'ai pas. Enfin, il y a l'idée que j'étais pas stable émotionnellement, que ça variait tout le temps. Il y a beaucoup moins ça. L'humeur est plus constante, mais dans le bon sens du terme, relativement à une situation où on a des écrans omniprésents dans la vie, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On a une stabilité émotionnelle sans ça qui est un peu plus forte, je trouve. En tout cas, moi, c'est un effet positif que j'ai remarqué. Le quatrième point positif, c'est le fait que tu passes du temps avec les gens que tu aimes, la famille, les amis, et tu ressens, enfin moi en tout cas, je ressens plus d'attention quand ils parlent, etc. Je me sens plus là, quelque part, je me sens plus vivant. Quand il se passe un truc, je le vis vraiment à fond et pas uniquement, je suis pas pollué par ce qui pourrait se passer ou ce que j'ai vu il y a 10 minutes ou il y a une seconde parce que j'ai pris de manière compulsive mon téléphone. J'imagine peut-être que vous voyez ce que je veux dire, mais quand tu es entre les gens que tu connais et en même temps que tu fais un peu du téléphone, ton cerveau il est un peu divisé en deux, mais il n'est pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc, il est perturbé en fait. Tu es ni trop dans ce que tu fais sur ton téléphone, ni trop avec les gens que tu es. Donc, finalement, tu es moins là. Voilà, c'est une histoire d'être là, une histoire de vivre la chose. Et c'est encore plus criant, encore plus vrai. Et ça peut être vrai aussi dans les activités qu'on fait. On s'y implique plus, on a plus d'attention à ce qu'on fait. Mais surtout, moi, je le ressens surtout avec les gens que je connais, les gens
que j'apprécie, que j'aime, la famille, les amis notamment. Le 5e point positif, c'est la confiance en soi. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège et même aussi au lycée, j'avais une sorte de déficit de confiance en moi. Donc, je parlais peu de moi, j'étais assez timide, etc. Enfin, j'ai pas d'excellents souvenirs de la période. Voilà, c'était assez difficile. Et donc, pour ne rien arranger, quand tu passes du temps sur les écrans et que tu le subis, que tu as cette sensation de honte, cette sensation de culpabilité, oui, ça dégrade ta confiance en soi. Quand je suis arrivé à la fac et que j'ai commencé à vivre tout seul et à changer d'environnement, à connaître de nouvelles personnes, cette confiance en soi, elle a augmenté. Elle a augmenté progressivement. Mais elle a augmenté, mais d'une manière beaucoup plus spectaculaire, depuis que j'ai arrêté les écrans, puisque d'une nouvelle fois, le double fait d'avoir peut-être d'un meilleur sommeil, la stabilité émotionnelle qui est plus grande, le fait d'avoir plus d'attention avec les gens, et aussi d'avoir moins souvent ce sentiment de honte et de culpabilité. Le dernier point positif, pour moi, c'est le fait que c'est la sensation que le temps passe moins vite. Quand tu es sur un réseau social, le temps passe très très vite. On ne s'en rend pas compte. Et d'ailleurs, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de regarder le temps d'écran que vous avez par jour. Et vous serez peut-être étonné, si vous savez longtemps que vous ne l'avez pas regardé ou vous ne regardez jamais, du temps que vous avez passé relativement à la sensation que vous avez eue. La deuxième chose, c'est que si jamais vous faites attention à ne pas utiliser votre téléphone et à le déverrouiller 150 fois dans la même journée, quand vous êtes plus présent aux choses, en fait, c'est une sensation. Voilà, c'est une sensation, je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Le temps passe moins vite. Donc finalement, c'est très agréable. Donc pour moi, ça, c'est les bénéfices principaux, c'est les bénéfices personnels. J'aimerais terminer cet épisode par évoquer les effets dans la vie. Alors là, j'ai évoqué les bénéfices personnels, mais là, plus en rapport avec les autres. Dans la vie de tous les jours, la relation aux autres. Notre génération, les jeunes, jusqu'à au moins la trentaine, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre culture, dans les mœurs. L'idée de ne pas avoir Instagram, par exemple, c'est quelque chose d'ultra minoritaire. Ça existe. Bon, d'ailleurs, j'en fais partie, mais c'est quelque chose d'ultra minoritaire. Et donc, comme tout phénomène minoritaire, forcément, c'est pas forcément quelque chose de soit très bien vu ou très bien compris. Ça pose des interrogations et ça peut même apporter des situations assez drôles. Donc on a plusieurs profils, plusieurs réactions à ça qui peuvent parfois se combiner en une seule et même personne. Donc d'abord, c'est l'incompréhension. Attends, mais pourquoi t'es pas sur Instagram comment c'est possible? Enfin, c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai déjà eu plein de fois, et peut-être que ça, c'est les personnes qui ont le moins de problèmes dans leur relation aux écrans, de me dire, mais mets Instagram, tu verras ce que je poste, c'est vachement cool. Il y a aussi la curiosité de certaines personnes qui me demandent, comment tu fais? Ou plutôt, ah ouais, bon, c'est une démarche intéressante, ça peut se comprendre, même s'il y a toujours cette idée que, bon, c'est quand même un peu extrême, Instagram, c'est utile, voilà. Là, je prends l'exemple d'Instagram parce que c'est un peu pour moi, c'est le réseau social fort de notre génération, mais il y en a d'autres, évidemment. Et puis enfin, il y a les blagueurs, les personnes qui, et je le prends très bien parce que je comprends tout à fait, comme c'est une pratique minoritaire, je comprends tout à fait, et j'aime bien avoir de l'autodérision là-dessus. On me fait régulièrement des blagues là-dessus, ça me fait plutôt rire. Quand c'est bien intentionné, ça me dérange absolument pas. Mais c'est aussi parce qu'il y a en même temps, à la fois la blague est accompagnée peut-être aussi d'un peu d'incompréhension. Alors, il y a quelques idées reçues sur la non-utilisation des réseaux sociaux. C'est par exemple l'idée que, comme aujourd'hui tu n'as pas de réseau, c'est comme si tu n'en avais jamais eu, et que tu ne sais pas utiliser. Nombre de fois qu'on m'a dit, ouais, t'es pas sur Instagram, tu sais pas comment ça fonctionne. Rassurez-vous, je sais ce que c'est un Reels, je sais ce que c'est une story, je sais même comment ça fonctionne, j'y suis déjà allé, et même j'y vais de temps en temps, notamment pour aller voir les messages et pour scroller vite fait 1 minute. Donc je sais comment ça fonctionne, et même toutes les applications fonctionnent toutes un peu de la même manière, donc je sais utiliser les technologies.
Donc c'est un peu cette idée-là. À la fois c'est une blague, mais en même temps on sent que la personne, ouais effectivement, ouais, t'as l'impression que tu sais pas, enfin que tu viens des années 90, c'est le tout début d'internet. Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Machin. Il y a aussi quelque chose qui est assez particulier, et donc ça je peux comprendre que ça peut rebuter certaines personnes. C'est l'idée de ne pas être au courant des dernières tendances tout de suite. Ah ouais, t'as vu ça sur tel ou tel réseau social? Et je l'ai encore, même si j'avais pas les réseaux, enfin, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais quand même YouTube. J'étais quand même au fait de ce qui se passait. Donc, quand on sort une référence, la plupart du temps, je voyais. Mais encore plus maintenant, avec le fait de ne plus trop regarder YouTube, il y a beaucoup de YouTubeurs connus. Donc, si on parle d'une vidéo, ouais, avant, j'aurais dit ah oui, je connais, ah oui, c'est cool, machin. Et là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a certaines conversations où effectivement, oui, tu passes à côté de certaines choses. Mais bon, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Moi, je pense que clairement si. Enfin, je préfère faire les loisirs que je fais plutôt que d'avoir quelques références. Après, c'est aussi un équilibre à trouver. C'est juste que personnellement, et peut-être que d'autres arriveraient à le faire mieux, c'est de ne pas tout couper et de réussir à avoir une consommation raisonnable. Ce que je n'arrive pas à faire. Pour moi, c'est tout ou rien. Si jamais je commence à regarder des choses sur YouTube, je m'arrête assez difficilement. Et donc, c'est pour ça que je fais souvent du zéro. Il m'est déjà arrivé d'avoir, on peut voir sa consommation sur une semaine sur YouTube et d'avoir une moyenne de 5 minutes, ou même une fois, ça m'est arrivé d'avoir 0, par exemple, d'avoir 0 minute, 0, 1 minute dans la semaine. Et donc, effectivement, ça, c'est un point, c'est un peu un point négatif. Et donc, je comprends encore plus quand on est vraiment, qu'on a beaucoup de réseaux, qu'on va sur plusieurs et qu'on aime bien ça, d'être au courant, et parfois même on lance des conversations par rapport à ça. Je peux comprendre que l'idée de réduire, ça peut, ou de stopper, ça peut rebuter. Et il y a quand même quelque chose, pour moi, qui est assez important et qui est à souligner, et qui même devrait faire plaisir à tout le monde. Euh, Certes, moi, je suis quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire que je puise mon énergie dans des activités qui sont solo. Enfin, j'aime beaucoup faire des activités qui se pratiquent seules. Donc on pourrait se dire, ouais, les réseaux sociaux, ça crée du lien, c'est plus facile pour les introvertis, peut-être. Mais en même temps, les bénéfices sont aussi je pense, hein, aussi pour les personnes plus extraverties qui prennent leur énergie de contact humain, qui adorent sortir, qui adorent avoir des contacts tout simplement, beaucoup de relations, et donc pour moi, c'est pas incompatible. Les réseaux sociaux, à la fois, ça crée du lien, mais comme je le disais tout à l'heure, quand on est sur les réseaux, la plupart du temps, c'est pour consulter du contenu, et on est tout seul, et on n'a pas d'interaction, à part peut-être dans les commentaires. Bon, ouais, mais t'envoies un message, quoi, en gros. Donc, t'as pas vraiment d'interaction T'as pas d'interaction, vraiment. Là où tu as de l'interaction, c'est quand tu vois les gens en vrai, ou quand, à la rigueur, tu t'appelles des gens, ou même par SMS vite fait, et encore, bon, ouais, c'est un peu différent. Mais les vraies interactions, ça se passe quand on s'appelle, ou quand on se voit en vrai, une soirée, etc. Donc, à la fois, c'est pour revenir là-dessus, on gagne du temps quand on diminue notre temps d'écran. Et donc, même pour les personnes plus extraverties qui adorent le contact, on peut substituer ce temps d'écran par des vraies relations en vrai, en dur. Donc, le fait de s'appeler, d'utiliser du temps qu'on n'utilise plus pour les réseaux sociaux pour s'appeler ou pour se voir en vrai. Donc, c'est à la fois, ça améliore quantitativement, donc on peut voir plus de gens, on peut voir en tout cas plus de temps passé avec les gens, mais aussi qualitativement. Imaginons que on se dise que dans un groupe, on arrête d'utiliser notre téléphone en présence des autres, d'arrêter de l'utiliser de manière compulsive, de répondre à d'autres messages alors que j'ai quelqu'un en face de moi. Ça améliore finalement aussi qualitativement les relations. J'entends beaucoup aussi autour de moi les réseaux permettent de se constituer des souvenirs, on fait des photos, etc. Mais on se fait aussi et surtout des souvenirs dans la tête en ayant vécu des choses fortes. Et ces relations elles sont d'autant plus fortes lorsque l'on est à fond dedans et qu'on n'est pas perturbé par autre chose, un message, une notification diverse, etc. Donc voilà, du sujet pour ce podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Dans le 3e numéro, je vous donnerai quelques conseils pour diminuer votre consommation d'écran et atteindre
votre consommation idéale, qui est donc personnelle. Il n'y a pas un seul idéal, il y en a autant qu'il n'existe de personnes qui ont un téléphone sur cette terre. Et donc, c'est ce qu'on verra dans le 3e épisode, qui est disponible dès maintenant sur les plateformes d'écoute Deezer ou Spotify, ou en rediffusion sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve très vite. C'était Mathis Armand, à bientôt, salut. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.